Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast qui parle de géomatique de façon décontractée en prenant un verre. Je suis avec mon traditionnel co-animateur Jonathan. Ça va bien? Ouais, merci toi. Bonjour tout le monde. Ça va bien, ça va bien. Hey Jonathan, on a un commanditaire. Ouais, on a un commanditaire, une présentation de ABTech aujourd'hui. Dis-moi Jonathan, qu'est-ce qu'ils font à ABTech? C'est quoi les services? ABTech sont spécialisés dans la vente, la location d'équipements d'arpentage, construction, mais aussi location de logiciels, d'équipements, scanners, GPS, station totale et beaucoup plus. C'est un peu, ABTech, c'est un peu la référence au Québec en termes de location d'équipements pour arpenteurs de construction. Ouais, surtout au niveau de la gamme Leica. Ouais, exact. Donc, merci à ABTech. Merci à ABTech. On espère une longue collaboration. Puis, on a un gros invité aujourd'hui, selon moi. Cette semaine, écoute, on a souvent dit dans le podcast que le parcours d'arpenteur, c'était la voie royale. Donc, si le parcours d'arpenteur est la voie royale, on a le roi avec nous cette semaine. Donc, Orlando Rodriguez, président de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec et bonjour. Vice-président chez ProCAD Géomatique. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci d'être au podcast. Merci d'être au podcast. Merci à vous de m'avoir invité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, votre tribune numérique. Alors, je suis ravi d'être là. Et ça fait plaisir. Dis-moi, Orlando, on va partir sur le vif du sujet. Oui. Cheers! C'est vrai. Ouais, un petit cheers. Santé. Cheers. Donc, Orlando, comment es-tu rentré dans le monde de la géomatique? C'est quoi ton premier rapport avec la géomatique? Bon, ça, c'est une longue histoire qui commence au Québec. Okay. En fait, j'ai une formation d'arpenteur géomètre en Colombie, qui est mon pays d'origine. J'ai fait mon bac en sciences géomatiques à l'université à Bogota, qui est le seul programme qui offre la formation qui permet de devenir arpenteur géomètre. Là-bas, on l'appelle l'ingéniero catastral y geodesta. C'est une formation en génie, mais à la base, c'est 100% la même formation qu'un arpenteur géomètre reçoit à l'université Laval. Okay. Alors, j'ai commencé ça il y a longtemps. Je ne donne pas des années parce que ça fait des calculs. Mais j'ai fait mon bac en Colombie. Ensuite, j'ai travaillé à l'Institut géographique en Colombie. J'étais professeur à l'université 3-4 ans. Puis, à un moment donné, j'ai organisé une conférence internationale sur le système cadastral, les cadastres multifinalitaires à Bogota. J'ai invité beaucoup d'étrangers. Puis, j'ai rencontré le premier Québécois dans ma vie, qui est M. Daniel Robert, charpenteur géomètre à la retraite. Puis, lui, il est allé nous parler du programme des réformes du cadastre du Québec, qui commençait à l'époque. Ouais. Alors, suite à mon congrès, ma conférence, je commençais à regarder les options pour faire les études supérieures, maîtrise et doctorat. Et j'ai regardé plusieurs pays, puis finalement, c'est le Québec qui m'a attiré à cause du froid. C'est vrai? Ouais? Non. Mais je savais pas que c'était si froid. Ça t'intéresse? Ah, tu savais pas? Mais bon, finalement, c'était un bon choix parce qu'à la base, ce que je trouvais intéressant, c'est que la géomatique comme science, comme moi-même est né ici, je trouvais intéressant de venir faire mes études supérieures ici. Alors, j'ai fait ma mise à niveau à la maîtrise, puis finalement, j'ai fait mon doctorat en sciences géomatiques à l'Université Laval. À quoi consiste la mise à niveau? Est-ce que c'est au niveau de l'ordre des arpenteurs géomètres ou plus au niveau vraiment de dans tout mon ce qui cas, à est l'époque, foncier, à l'époque, je suis arrivé comme étudiant étranger pour faire les géomatiques. Alors, j'étais pas encore connecté avec l'ordre des arpenteurs géomètres. J'ai fait un parcours plus géomatique qu'arpenteur géomètre. Ma mise à niveau dans la maîtrise, c'est que à la base, j'allais commencer avec une maîtrise, mais le département m'a proposé à mi-chemin d'aller tout de suite dans un doctorat parce que j'avais les compétences suffisantes pour aller au doctorat. Ah, OK. Mais si on parle de quelqu'un qui arrive ici et qui veut être membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, qui est un diplômé hors Québec, et oui, on va faire une évaluation comparative, puis normalement, on va lui demander de faire une formation complémentaire en droit foncier dans différents cours
pour que la personne puisse se présenter aux examens d'admission de l'ordre. Okay. Est-ce que c'est très différent de la Colombie au niveau cadastral ou... Non, je te dirais c'est à peu près la même formation parce qu'à la base, mais la partie légale, foncière est la même. On est régi en Colombie également par les codes civils d'origine napoléonienne. Fait que c'est les mêmes, c'est pareil. Si tu prends les codes civils de la Colombie et le Québec, tu fais une traduction, c'est exactement la même chose. Ouais. Il y a quand même des différences dans les lois, les règlements qui sont appliqués de façon particulière, mais la philosophie foncière, si tu me permets l'expression, parce que ça n'existe pas la philosophie foncière, mais c'est à peu près la même. OK. Puis, tu sais, nous, on n'est pas des gens du milieu de l'arpentage. Ben, Jonathan, tu fais de l'arpentage, mais pas de l'arpentage foncier, puis on fait pas du cadastre à proprement parler, mais moi, je me suis tout le temps fait dire que le Québec, c'était là un modèle à l'international en termes de qualité de cadastre puis en termes de qualité d'infrastructure cadastrale. C'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai? Oui, ben, il faut dire que le Québec a fait quelque chose de particulier qui est justement la réforme du cadastre du Québec qui termine là, justement cette année. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles va nous présenter un bilan. La réforme, elle a commencé, on va dire, 95-98, mais elle a commencé pour vrai à l'année 2000 à peu près. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a passé un portrait du territoire du Québec qui était partiel, qui était un peu méconnu. Puis aujourd'hui, on a un portrait qui est complet. On connaît les morcellements fonciers de la province au complet. Puis je parle là des terres privées parce qu'il faut faire une nuance en terres privées et terres publiques. Dans les terres privées, la réforme va nous laisser un morcellement foncier complet à 100%. Il y a eu des étapes différentes avec des instructions de rénovation cadastrale qui n'étaient pas la même. Au début, mettons, l'assise géodésique n'était pas parfaite comme elle peut être aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans les modèles québécois, c'est que l'ensemble du territoire est représenté dans une carte cadastrale unique, continue, sans trou. Il y a d'autres pays qui les font, mais je dirais que la beauté de la chose au Québec, c'est de l'avoir fait dans un projet en continu pour l'ensemble du territoire. C'est beaucoup de... J'ai travaillé beaucoup avec, justement, les parties de l'eau, ces choses-là. C'était quand même, à certains endroits, c'était quand même assez bordélique, j'ai l'impression. Donc, ça a dû être vraiment compliqué dans le sens que ça a probablement amené des chicanes de clôture, comme on dit. Oui, ben, il faut comprendre qu'à un moment donné, quand on va aller en arrière à l'époque de la colonisation, ben, les territoires étaient morcelés en grande terre. Puis après ça, on avait un suivi par les arpenteurs géomètres de l'époque. Mais à un moment donné, on a un peu perdu le contrôle. Puis lorsque on a commencé à parler des réformes cadastrales, c'est parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de manques d'informations. Puis justement, on n'était pas toujours certain de c'était où la vraie limite entre deux propriétés. Puis évidemment, ça causait des chicanes, des voisinages, entre autres. Ouais. Puis l'important dans tout ça, c'était justement de donner un outil d'information pour les publics, pour les citoyens, pour qu'ils aient beaucoup plus de certitude par rapport à la vraie limite des propriétés. Ça a dû en régler aussi des chicanes de voisins, je veux dire. Tu sais, quand il y avait des lignes de l'eau qui n'étaient pas très claires, mais aussi ça a dû être un sacré défi dans le sens que dans des titres de propriété, c'est des vieux titres de propriété, c'est la roche qui est là-bas jusqu'à à je sais pas quoi, moi, sûrement pas un tronc d'arbre, là, mais... même on pourrait aller là parce que dans l'analyse qui a été faite pendant la réforme du cadastre, il fallait chercher ce qu'on appelle les cadastres primitifs, d'aller chercher les premiers titres des propriétés, si tu veux. Ben, on parle des peut-être 1800, puis peut-être plus anciens encore. Fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de références géospatiales uniques, il y avait des repères géographiques comme l'arbre, la roche. Ah oui, l'arbre, carrément. Donc, l'arbre ça peut arriver. OK, je savais la roche. Ben, aujourd'hui, non, parce que c'est sûr qu'on a toujours référencé. On a un cadastre unique, continu, avec un code, un numéro de lot qui est unique, consécutif pour toute la province. Mais certainement, c'était un grand défi pour l'ensemble d'arpenteurs géomètres qui ont travaillé sur la réforme du cadastre du Québec. Justement, d'aller chercher cette information-là
volet légal, puis aller sur le terrain pour faire les vérifications nécessaires pour s'assurer que les portraits, les morcellements du territoire qu'on allait présenter étaient les plus justes possibles. Ben, ça me fait penser, il y a quelques années, il y a un agriculteur en Belgique qui avait déplacé la frontière belge parce que la frontière belge avait été déterminée par une roche à un endroit. Ah ouais, Lui, il trouvait que la roche était tannante dans son champ, fait qu'il l'a déplacée. Il a déplacé la frontière belge en déplaçant la roche. Oui, c'est des choses qui arrivent encore dans d'autres pays. On regarde par exemple des possibilités de projets au Sénégal qui s'en viennent avec une réforme du cadastre du Québec. Qui ressemble. Similaire, c'est ça. Ils sont venus au Québec il y a quelques semaines pour un peu apprendre davantage sur l'expérience québécoise. Puis je suis allé au Sénégal il y a quelques semaines pour commencer à comprendre la réalité foncière. Puis c'est tout à fait différent. Il y a des endroits tout proches de Dakar où il n'y a pas de clôture nulle part. Mais je parle des centaines de kilomètres, puis les gens se guident encore par les arbres, les roches. Ils ont des souvenirs par rapport à la culture qui est faite, mettons, en période de pluie, mais il n'y a aucun repère sur le territoire qui permettrait à quelqu'un de dire ben, ma parcelle commence ici, puis elle finit là. Ça va être vraiment un défi d'aller géoréférencer cette ténure de la terre qui est pas formelle du tout. Est-ce qu'il y a des témoignages qui se font? Oui. Dans un projet comme celui qui s'en vient au Sénégal, ben, ça avait vraiment la participation des citoyens, les paysans qui vont s'asseoir ensemble avec les géomètres experts pour identifier c'est quoi les points qui seraient les plus précis par rapport à la limite de propriété entre deux parcelles. Est-ce que ça se fait encore au Québec, comme par exemple les limites des zones inondables? Dans les zones inondables, c'est pas vraiment la participation du citoyen qui compte. On a mis en place de nouvelles méthodologies depuis les inondations 2017-2019. Le gouvernement a sorti quelque chose qu'il appelle les groupes D8, qui sont les 8 projets subventionnés, conventionnés, qui ont reçu des aides financières pour faire la nouvelle cartographie des zones inondables. Puis cette nouvelle cartographie-là est beaucoup basée sur des mesures précises, bathymétriques, lidar aérien, lidar terrestre. J'en connais pas mal parce qu'à l'époque où ça a commencé, je travaillais pour la ville de Gatineau. J'étais chef de l'infoterritoire, qui est comme l'unité de la ville de Gatineau qui fait la géomatique. Alors, on a commencé le projet, c'était un grand défi. Dans ces projets-là, on ne parle pas vraiment aux citoyens. On va mesurer le territoire pour déterminer vraiment un modèle numérique de terrain très précis qui va nous permettre de faire des simulations des inondations puis savoir jusqu'où l'eau peut monter puis c'est quoi les risques associés selon l'usage du territoire. Vous faites des modèles hydrauliques que vous appliquez par la suite sur les... c'est ça. Tout à fait. Alors, la partie modèle hydraulique est faite par les ingénieurs, mais l'arpenteur géomètre et les géomètres experts en géomatique va aller sur le terrain chercher les mesures qui vont permettre d'alimenter le modèle. Okay. Alors, dans ces cas-là, on fait une bathymétrie très précise. On va mesurer la ligne d'eau en période d'étiage, en période au saut. On a eu la chance, mais c'est pas la chance parce que c'était malheureux, mais on a eu la chance de prendre des photos aériennes les jours où les inondations étaient au plus haut en Outaouais. Que ça nous permet d'alimenter le modèle avec des données qui sont très précises. Normalement, un modèle comme celui-là, il va te dire ben, l'eau pourrait monter jusque là, mais là, on n'avait pas une hypothèse, on avait une réalité. On l'avait mesurée. Fait que toutes ces données-là vont permettre d'aller chercher beaucoup plus de précision dans les modèles numériques des terrains, puis aller superposer ces informations-là avec, entre autres, les cadastres du Québec, pour savoir si une propriété se trouve ou pas dans une zone inondable. Ouais. Okay. Utilisez-vous aussi un peu les données radar, genre RadarSat ou... parce qu'il y a de la donnée beaucoup en ligne là, sur... Je dirais un peu moins. Moins parce que la donnée radar est un peu moins précise. Oui, c'est ça. Mais
Si j'allais dans un autre contexte, il y a d'autres pays, mettons, où la météo est beaucoup moins favorable pour la prise de données visibles. Ben là, les radars, les données comme RadarSat sont très utiles parce que ça permet quand même d'aller chercher un peu un modèle numérique de terrain, même s'il est un peu moins précis. Ici, dans ces contextes-là en particulier, on n'a pas utilisé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire. Puis, je me demandais également, tu sais, comme il y a aussi la méthode hydrogéomorphologique qui est en... Est-ce que vous intégrez des fois des analyses, par exemple, de la géomorphologie ou d'indicateurs visuels d'inondation? Oui. Mais en fait, avec les projets qui étaient lancés en 2019, le gouvernement du Québec voulait avoir quelque chose d'innovateur. On a laissé un peu la porte ouverte à des options intéressantes. Il y a des choses qui ne sont pas encore modélisées, mais qui pourraient venir bientôt. Il y a un projet qui est peut-être le plus connu, qui est celui de la communauté métropolitaine de Montréal, qui a été novateur par rapport à la mesure du risque. En Outaouais, on est allé beaucoup plus sur la mesure terrain pour avoir quelque chose de précis par rapport à la représentation du terrain. Mais il y a des choses dans un modèle géomorphologique qui ne sont pas encore prises en compte, en tout cas dans ces deux-là que je connais le plus. Mais ça ne veut pas dire que demain matin, on ne peut pas aller là. L'approche du gouvernement, c'est OK, on va avoir un modèle plus précis, des simulations des zones inondables beaucoup plus précises. On va intégrer les niveaux de risque associés à l'inondation. Avant, c'était juste une code, mettons 0, 20 ans, 20, 100 ans. Puis si tu étais là, ben, tu étais dans une zone plus à risque que là. Mais là, tu peux être dans une zone moins exposée à l'inondation, mais tu aurais un risque plus élevé parce qu'il y aurait des facteurs qui vont augmenter les risques, comme mettons c'est un bâtiment où il y a des personnes âgées, par exemple. OK, donc le concept de vulnérabilité. C'est ça. J'imagine que ça se traduit dans la loi sur la LAU, l'aménagement et l'urbanisme. Mais c'est pas encore nécessairement traduit. La CMM est en train de pousser pour que les volets vulnérabilité soient beaucoup plus présents. C'est pas encore le cas, mais on devrait évoluer vers ça tranquillement. Oui. J'imagine. Oui. Puis, comment tu es arrivé à être président de l'Ordre des arpenteurs géomètres, en fait? Oui. Ça, c'est un parcours un peu particulier. J'ai commencé à... j'étais membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec depuis 2006. Dans ma pratique professionnelle, qui est beaucoup plus géomètre, expérience géomatique, je ne serais pas nécessairement obligé d'être membre de l'ordre, mais j'ai trouvé intéressant de faire partie d'un organisme qui est reconnu, qui est prestigieux. Je trouvais valorisant pour ma carrière, que je me suis impliqué comme membre géomètre, expérience géomatique. Puis en 2017, quand j'étais pour la ville de Gatineau, il y avait une place pour un administrateur pour la région de l'Ouest. Il n'y avait personne d'autre. J'ai levé la main. Alors, j'ai intégré le conseil d'administration de l'Ordre en 2017 pour représenter la région de l'Ouest. Puis en 2019, il y a eu les élections à la présidence qui sont faites à l'intérieur du conseil d'administration. On m'a proposé, puis j'ai été élu par le conseil d'administration. OK. Puis c'est quoi la différence entre un géomètre et un arpenteur géomètre? Oui, en fait, l'arpenteur géomètre, il a des activités réservées qui sont prévues dans la loi sur les arpenteurs géomètres. Il y a certains actes qui sont réservés à l'arpenteur géomètre qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Ça, c'est le volet, puis ça vient rattacher beaucoup au volet foncier que je parlais tantôt. Dans la partie géomètre, qui a des spécialités, mettons, moi je suis géomètre expert en géomatique, il peut y avoir un géomètre expert en géodésie, mais il n'y a pas nécessairement d'actes qui sont réservés dans la loi, qui sont exclusifs à ces professionnels-là, mais ils sont quand même on a quand même un niveau de connaissances, de compétences qui est particulier, qui peut, dans une certaine mesure, alimenter la pratique de l'arpenteur géomètre qui, elle, est réservée. Fait que tous les actes qui sont réservés à l'arpenteur géomètre, tu dois être membre arpenteur géomètre pour pouvoir signer, mettre ton étampe. Nous, de notre côté géomatique et les autres spécialités, on n'a pas nécessairement l'obligation de mettre un étampe sur nos travaux, mais justement, on est dans un projet de modernisation de la loi sur les arpenteurs géomètres qui nous permettrait de mettre une loi plus à jour
parce qu'elle est quand même vieille de 50 ans, ou on viendrait intégrer d'autres activités où les géomètres pourraient avoir une place qui est plus reconnue, mettons, dans la législation québécoise. OK. Bon, ça m'amène à la grosse question. Oh, ça y est. Oui, la bière est bonne. Ouais, elle est bonne, OK, tant mieux. En fait, la question que tout le monde se pose, surtout les professionnels de l'aménagement, les gens géomatiques, quelle est la limite qu'on ne peut pas franchir? C'est-à-dire, où est-ce que, par exemple, si moi je télécharge, moi qui n'ai pas arpenteur géomètre, si moi je télécharge des données du ministère des Ressources naturelles, foncières, puis que je les intègre dans un plan, où est la limite dans le fond? C'est où est-ce que l'exclusivité s'arrête en quelque sorte? Ben, en fait, il y a deux choses. La première, c'est si tu veux savoir c'est quoi la limite que tu ne dois pas franchir, ben, il faut aller lire la loi sur les arpenteurs géomètres. L'article 34 est très clair. Il nous explique c'est quoi les activités qui sont réservées à l'arpenteur géomètre. Puis de façon générale, je te dirais que lorsque la limite des propriétés est concernée, ben, tu ne devrais pas faire des analyses avec les données. Ça, c'est un volet qui est très clair. Mettons, tu ne peux pas dire, ben, je suis capable, avec les coordonnées que j'ai téléchargées du ministère, je suis capable de te dire c'est où ta limite des propriétés. Ça, tu ne devrais pas le faire. OK, mais par exemple, un architecte, un urbaniste qui va télécharger des données, légalement, je veux dire, tu sais, on a le droit de télécharger des données du ministère, puis même les municipalités, ils utilisent des données cadastrales. Oui. Si, par exemple, un architecte fait un plan, un plan, je dirais pas d'implantation, parce que ça aussi, ça me semble assez réservé aux arpenteurs géomètres, mais plus un plan, plus un plan projet, on va dire. Oui. C'est, par exemple, une annexe qui va être construite. Je peux te répondre d'une façon diplomatique, parce que mon rôle est politique, un peu dans mon rôle à l'ordre. C'est qu'on devrait toujours travailler des concerts. Mettons, il n'y a pas un arpenteur géomètre qui va faire un projet au complet sans parler à l'ingénieur, sans parler à l'architecte. Puis même chose de l'autre côté, les autres professionnels qui utilisent la donnée foncière, ben, juste pour se protéger eux-mêmes, ils devraient toujours avoir son arpenteur géomètre à côté pour être sûr, d'un côté, qu'ils ne franchissent pas la limite qui doit pas être franchie. Puis de l'autre côté, surtout pour s'assurer que la délimitation de la propriété foncière est correcte. Alors, de cette manière-là, les professionnels qui ont un rôle particulier à jouer dans un projet, ben, il va jouer ce rôle-là. L'arpenteur géomètre, son rôle particulier, c'est déterminer la limite des propriétés. Fait que je te dirais qu'il y a des outils puis la technologie qui nous amène vers là tranquillement, comme les BIM. Vous avez peut-être parlé un jour sur les BIM. Ben, les BIM, c'est l'outil, je dirais, tout désigné pour permettre une collaboration entre les professionnels au Québec puis ailleurs, mais surtout ici, qui est très réglementé. Parce qu'un projet BIM, à la base, toi, en tant qu'arpenteur géomètre, ben, tu vas partir la feuille blanche, tu mets tes limites de propriété, puis là, il arrive l'architecte, l'ingénieur font ce projet. Après ça, il va avoir l'implantation, ben, l'arpenteur va retourner pour être sûr que les distances aux limites de propriété sont respectées. Alors, cette approche collaborative qui est dans les BIM, ben, c'est ça qui devrait être la vraie vie dans les travails professionnels qui concernent un peu la pratique de l'arpenteur géomètre. C'est sûr que les conseils d'administration de l'ordre, parce que là, je parle un peu au nom de l'ordre aussi, il est très préoccupé justement par la facilité pour télécharger les données cadastrales, entre autres, parce qu'on a peur que des professionnels qui n'ont pas nécessairement la compétence puissent commencer à jouer avec la limite des propriétés. Oui, on a les outils technologiques pour le faire, mais il faut toujours se rappeler que la loi est là pour encadrer ces pratiques-là. Fait que je résume pour te dire à nouveau, ben, si quelqu'un n'est pas sûr s'il franchit ou pas la ligne qui n'est pas permise, ben, on va aller lire l'article 34 de la loi sur les arpenteurs géomètres. Peut-être que demain matin, lorsque notre projet de modernisation de la loi va évoluer, il y a des choses qui vont évoluer, mais je te dirais qu'il faudrait toujours penser que l'arpenteur géomètre est là pour protéger
ton travail pour savoir que ta limite de propriété que tu utilises pour faire d'autres choses est bien déterminée. Mais par rapport à ça, moi j'ai une question peut-être complémentaire, là, qui n'est pas exactement, mais c'est comme la ligne naturelle des hautes eaux, est-ce que c'est quelque chose qui appartient à un acte réservé? Est-ce que c'est un acte réservé d'arpentage? Non. Non? OK. Parce Non. que le biologiste peut faire la ligne... Non, le biologiste doit. Il doit. ça, C'est lui le premier professionnel qui va intervenir pour la déterminer. Il y a une méthodologie qui est claire, qui est établie. C'est ça, la méthode biologique. Ouais. C'est ça. Mais par la suite, pour la délimiter, pour la représenter, ben, c'est là qu'il doit également aller chercher son arpenteur géomètre. Parce qu'il y a des choses avec la détermination des plantes aquatiques, des plantes terrestres, c'est les métiers du biologiste. Mais il peut c'est-à-dire que c'est lui, dans le fond, avec son GPS de précision, par exemple, qui va venir déterminer l'emplacement. C'est ça, il va déterminer l'emplacement, mais par la suite, pour la représenter de façon officielle sur une carte cadastrale, ben, ça devient une limite des propriétés. C'est l'arpenteur géomètre qui doit aller vérifier ces données-là. OK. Donc, dans le fond, de ce que je comprends, les actes réservés sont justement à la délimitation, par exemple, de tout ce qui est cours d'eau, milieu humide, plan d'eau, qui a été préalablement identifié par des biologistes et tout ce qui encadre, dans le fond, le cadastre. C'est ça. Je pense qu'à la base, si on veut résumer très, très, très simple, c'est la limite foncière. Ouais. Où s'arrête la limite de propriété de quelqu'un. C'est où que ma ligne de l'eau commence, c'est où qu'elle termine. C'est à la base ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avec, comme les piquetages, les bornages, l'implantation. Mais à la base, le rôle essentiel de l'arpenteur géomètre est de s'assurer que les limites des propriétés sont claires, qu'on a la certitude tant sur la carte que sur le terrain où ta propriété commence et où elle termine. Est-ce que vous avez des règles à suivre par rapport aux méthodes d'acquisition de la donnée? C'est-à-dire que, tu sais, probablement que la majorité du cadastre au Québec a été faite à la station totale ou au GPS de précision. Mais est-ce que, par exemple, un arpenteur pourrait arriver et dire, ben, moi, je mets un lidar aéroporté par drone puis je fais ma rénovation cadastrale avec ça. Est-ce que ce serait quelque chose de possible? Mais mettons que la réno, comme on l'a connue, est terminée. Mais si on commençait aujourd'hui, c'est sûr que il y a beaucoup d'arpenteurs géomètres et des firmes d'arpenteurs géomètres qui sont à la fine pointe de la technologie. On parlait d'Aptec, entre autres. Mais on a les outils technologiques qui nous permettraient peut-être de faire les choses, peut-être pas autrement, mais de façon plus simple, plus précise, avec ces outils-là. Mais si demain matin, le gouvernement dit on va commencer un autre projet de refonte du cadastre, puis on va ajouter, par exemple, les servitudes, qui est un projet qui pourrait être envisageable. Ben, c'est sûr que demain matin, un arpenteur géomètre pourrait avoir un lidar terrestre, un lidar aérien, un drone, des outils qui sont disponibles aujourd'hui, qui n'étaient pas il y a 20 ans, et qui pourraient faciliter les choses. Puis c'est justement là où je pousse beaucoup sur la nécessité de mettre à jour la loi sur les arpenteurs géomètres. Il y a certains pratiques professionnelles qui vont influencer la détermination d'une ligne de propriété qui aujourd'hui ne sont pas encadrées par la loi, qui pourrait permettre des dérapages. Mais à la base, si ces technologies-là sont bien utilisées par l'arpenteur géomètre ou par l'arpenteur géomètre avec un autre professionnel qui travaille pour lui ou avec lui, ben, c'est le futur. On peut pas les nier, on peut pas continuer à mesurer à la chaîne comme il y a 100 ans. Il faut évoluer en même rythme que la technologie. Puis c'est là où la loi fait défaut. Elle évolue pas nécessairement en même rythme. Est-ce que la loi encadre les technologies et les outils? La méthode. La méthode? Oui. Okay. Il y a certaines choses qui sont nommées dans la loi, dans sa façon actuelle, c'est ça. Ouais. Mais il y a des méthodes qui apparaissent. Mettons, on parlait tantôt d'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que demain matin va permettre à un arpenteur géomètre de faire un certificat de localisation automatisé.
J'ai participé il y a quelques semaines à l'ACFAS, puis je parlais justement de ça. On ne peut pas empêcher l'intelligence artificielle de venir jouer là parce qu'elle va être répandue. Mais à la base, l'arpenteur géomètre doit connaître ce que l'algorithme va faire. Puis l'arpenteur géomètre doit s'assurer que l'algorithme fait la chose qu'il doit faire. Je donnais l'exemple des GPS. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de GPS. Alors, on connaissait les étoiles, l'astronomie, on savait quoi faire pour mesurer. Aujourd'hui, on ne va pas chercher ça dans les GPS, mais on sait comment ils fonctionnent. Fait que je pense, puis il y a, je dirais, 50% de nos membres qui sont d'accord avec moi, d'autres qui ne le sont pas. Mais je pense que ces éléments-là qui montrent une évolution de la profession doivent quand même être encadrés pour continuer à jouer notre rôle de protection du public. Je pense que si on laisse, mettons, l'intelligence artificielle venir jouer dans ces technologies-là, puis produire des produits que les citoyens vont prendre nécessairement comme acquis, mais qui ne sont pas nécessairement certifiés, ben, ça va être quand même un enjeu, je pense. Alors, oui, je pense qu'on doit être ouvert à cette évolution technologique, mais il doit y avoir un professionnel qui connaît ce qui est en arrière de la machine, qui va être capable de les certifier, puis qui va dire aux citoyens, ben, voilà, c'est un résultat. On l'a fait en 1 heure à la place de 2 semaines, mais je sais qu'il est bon parce que j'ai suivi le processus, je connais ce qui était en arrière de mon robot, de mon algorithme, puis voilà votre produit. Alors, on doit arriver là, nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'on va tout s'approprier, c'est pas du tout le cas, mais il faut que ces technologies-là qui évoluent, puis son résultat pour le public soit encadré pour continuer à jouer le même rôle qui est la détermination de la limite foncière. Mais supposons, est-ce que, à court terme, là, est-ce que ce serait possible qu'un arpenteur géomètre dise, mais moi, je vais faire on a eu dernièrement Jack Arto qui est venu ici, qui fait un jumeau numérique. Je sais qu'il y a Exeos Imaging qui font un jumeau numérique aéroporté de plusieurs villes. Oui. Est-ce que ce serait possible demain matin qu'un arpenteur dise « Je vais faire un certificat cadastral à partir d'un jumeau numérique déjà acquis » ? C'est quelque chose qui serait faisable. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle du rôle de l'arpenteur géomètre, certificat de localisation, on est toujours en 2D. Il y a, oui, le certificat de localisation pour la copropriété qui va chercher un peu les auteurs des immeubles qui sont dans un bâtiment en hauteur. Mais justement, demain matin, lorsqu'il va y avoir beaucoup plus de données dans les cubes de données, les data mining, toutes ces choses-là qui vont nécessairement avoir une influence, ben, ça serait intéressant. Je ne sais pas si ça va être un certificat de localisation, mais il pourrait y avoir des produits certifiés. Puis là, j'ouvre la porte. C'est pas juste pour les arpenteurs géomètres. Les géomètres, comme moi, peut-être toi, qui sont beaucoup plus dans les volets géomatiques, ben, pourraient aller offrir des produits qui sont intéressants pour les citoyens qui veulent avoir des informations supplémentaires, mais qui veulent être sûrs que ces informations sont bonnes, sont valides, puis surtout qu'ils sont bien interprétées. Alors, je ne sais pas jusqu'où ces technologies-là vont être à l'usage exclusif de l'arpenteur géomètre, je ne pense pas, mais il y a certains produits qui pourraient être intéressants pour qu'ils soient certifiables, si tu me permets les termes, par un arpenteur géomètre. Mais actuellement, est-ce que ce serait possible? Est-ce que l'arpenteur pourrait dire, ou ce serait comme un, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce serait comme une jurisprudence, dans le fond, ce serait la première fois que quelqu'un ferait ça, puis ça ferait... comment ça marcherait? C'est pas interdit par la loi, c'est permis. OK, c'est pas ça. OK. C'est ça. Okay. Alors, oui, aujourd'hui, un arpenteur géomètre ou un géomètre ou un professionnel qui a la formation requise pour interpréter une donnée 3D pourrait certifier une donnée comme elle. Je connais des arpenteurs géomètres comme, mettons, Chantal Largagne, qui est chez Trifid, qui certifie la donnée depuis quand même longtemps, puis elle certifie des données en 3D. Okay. Alors, oui, on peut le faire. C'est pas nécessairement réservé à ce moment-ci, mais je pense que la connaissance du territoire, la connaissance de la mesure, permet quand même d'avoir un plus pour dire que la donnée est bonne. Puis si, tu sais, comme dans ce cas-là, s'il y avait une erreur, la responsabilité
incomberait quand même à l'arpenteur géomètre et non pas au producteur de la donnée? Si l'arpenteur géomètre a été, comme on dirait un bon Québécois, a été game pour signer, pour mettre la minute, mettre son somme, mettre sa signature, ben, il a une responsabilité sur ces données-là. OK. Alors, tu viens peut-être donner une piste de réponse intéressante. Est-ce que les spécialistes du captage de la donnée ont tous les outils pour garantir que sa donnée est certifiable? Peut-être oui, je ne connais pas toute la réponse, peut-être non. Mais s'il travaille de concert avec un arpenteur géomètre qui analyse la donnée, puis qui pense, qui est sûr, parce qu'il met son étampe, puis il les garantit, ben, certainement que la donnée va être plus valable, puis il va y avoir quelqu'un qui va être répondant pour ces données-là. Okay. Si tu prends la donnée comme ça sur Google Streetmap, deux choses, ben, tu peux faire des choses, mais il n'y a personne qui va te garantir parce qu'il n'y a pas une signature en arrière de ça. Je pense qu'il y a encore là les travaux qui fait comme par exemple par Jakarta est très bon. C'est un travail exceptionnel. Il va y avoir des applications qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite dans la ville intelligente, des analyses automatisées. Est-ce que ça serait intéressant de faire certaines choses avec la collaboration d'un arpenteur géomètre? Je pense que oui, parce que ça peut rassurer le public, ça peut rassurer les producteurs à la base de la donnée. Peut-être pas pour toutes les données, parce que ça devient, ben, on veut trop faire, puis on n'a pas nécessairement tous les professionnels pour le faire, mais je pense que dans les discussions qui s'en viennent, parce que si on modernise la loi, on ne peut pas le faire tout seul, enfermé dans notre petit coin. Il faut discuter avec tous les intervenants qui ont quelque chose à dire. Il y a des choses comme ça qui peuvent être discutées, puis voir qu'est-ce qui serait intéressant pour tout le monde. J'ai bien aimé la petite parenthèse par rapport au BIM. Bon, peut-être parce que j'œuvre un peu dans ce domaine-là, mais c'est quoi l'implication que les arpenteurs géomètres veulent avoir dans le BIM, puis aussi au niveau de la formation? Est-ce que la formation commence à être à jour par rapport au BIM? Parce que, tu sais, au Québec, c'est relativement quand même nouveau, là. Oui. Ben, en fait, là-dessus, on essaye d'être innovateur. Il y a 2 ans, en 2020, la première année de pandémie, j'ai demandé justement de commencer les formations BIM pour les arpenteurs géomètres. Il y en a déjà fait 200. On a 2-3 niveaux qui sont offerts. Les gens qui veulent connaître à la base c'est quoi, ben, ils l'ont presque tous fait. Il y a un autre niveau plus avancé pour commencer à créer des projets interactifs BIM. Je te dirais qu'à la base, oui, on offre les formations, puis les gens qui sont plus intéressés pour se spécialiser dans ces volets-là, ben, ils vont aller chercher davantage. Mais un des points centraux de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, c'est donner la formation continue. Okay. Alors, il faut qu'on sache vers quoi la technologie, la pratique évolue, puis il faut être en mesure d'offrir la formation pour garder nos membres à jour. Si quelqu'un ne pratique pas dans les BIM, parce qu'il est plus traditionnel, plus foncier, il travaille plus en milieu rural avec les certificats de localisation, ben, il doit se garder à jour avec sa pratique traditionnelle. Si demain matin, il veut évoluer puis faire d'autres choses, ben, il faut qu'il soit bien formé et qu'il ait la compétence nécessaire pour le faire. Alors, on s'assure avec la formation continue, l'inspection professionnelle, qu'un professionnel qui pose certains gestes professionnels a la compétence qui est requise pour le faire. Puis, je me demandais avec la question que Jonathan vient de donner, tu sais, puis je suis peut-être que je suis en train de donner des buzzwords, là, mais mais tu sais, un des trucs dont j'entends beaucoup parler en arpentage, c'est le cadastre 3D. Oui. Puis tu sais, je me demandais, est-ce qu'il y a un lien entre le BIM puis le cadastre 3D? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient? Oui. Ouais, où est-ce qu'on s'en va avec ça? en fait, c'est quelque chose qui s'en vient depuis longtemps. Okay. Il y a un document qui s'appelle, je ne sais pas si vous les connaissez, le cadastre 2014. C'est un document qui a été rédigé, dont la rédaction a commencé en 1994, il a été publié en 1998. Okay. Puis il avait une vision de 20 ans, pour ça 2014. Ce serait quoi les cadastres 20 ans après, en 2014? Mm-hmm. Puis à la base, les cadastres 2014, il prévoit déjà un cadastre qui est multifinalitaire, qui est 3D, qui représente les droits et les contraintes. Okay. Aujourd'hui, notre cadastre, à la base, les cadastres comme tels, ils représentent juste les droits fonciers.
On s'en vient avec les contraintes, mais elles ne sont pas nécessairement une partie du cadastre du Québec. On parlait des zones inondables, ça c'est une contrainte. On parle des zones de glissement de terrain, ça c'est une contrainte. On parle des bruits environnants un secteur d'un aéroport, ça c'est une contrainte. Alors, les cadastres 2014 a prévu depuis longtemps que tous ces éléments-là qui sont géoréférençables, qui ont une influence sur la propriété, sur les droits des propriétés, doivent être représentés dans une base de données cadastrales. Dans ces perspectives-là, oui, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a fait un bilan préliminaire. Puis dans les choses qui manquent au Québec, ça serait justement les volets cadastre 3D. Est-ce que dans les annonces qui peuvent être faites par le gouvernement à la fin de l'année avec les bilans, on va dire, on va embarquer dans les cadastres 3D? Peut-être oui, je ne sais pas. J'ai des liens politiques, mais pas assez forts. Mais ça pourrait être bon. Mettons un projet comme le projet Jakarta, qui a déjà beaucoup de données 3D, serait une source précieuse de données pour aller chercher ces cadastres 3D. Alors aujourd'hui, il n'est pas officiel, il n'est pas encore en place, mais si on avance vers un cadastre du futur, qui était 2014, on devrait avoir un cadastre 3D. Puis, la précision, c'est un concept qui est relatif. T'sais. Puis, dans le fond, sur quoi se base un arpenteur géomètre pour minuter un plan? Mais à la base, la connaissance que tu viens certifier quand tu vas mettre ton étampe sur ta minute, c'est la compréhension de la mesure, la compréhension de ton système de géoréférence, la compréhension de ta projection cartographique. Il y a des éléments qui sont quand même complexes, puis ça va être encore plus complexe quand nos voisins du Sud vont changer le système de référence. C'était prévu en janvier 2022, là ça va être janvier 2023. Bah. L'effet de faire certaines modifications dans ton système de référence à la base, ça peut changer la mesure. C'est sûr que dans certains cas, ça n'a pas nécessairement d'influence. Mais quand tu parles, mettons, des zones inondables, puis que si tu es à ça, tu tombes dans la zone où tu peux rien faire dans ta propriété, peut-être 5 cm, c'est trop, parce que si tu dis, je suis 5 cm, je suis dans la zone, on va dire, dans l'ancien langage, 0,20 ans, mais je ne peux rien construire dans ma propriété. Là, c'est compliqué. Mais là, tu viens d'amener un point intéressant. Tous les marges. Ben ouais, moi aussi, j'ai une question. Vas-y d'abord. Tu disais, dans le fond, nos voisins du Sud vont changer le système de référence. Oui. Fait que là, tu sais, comme nous, présentement, au Québec, notre cadastre est en AD 83. Oui. Donc, là, eux, ils passent vers... Il était en AD 83 MTM, aussi. J'ai pas les noms, mais ils vont changer pour un système beaucoup plus précis avec des nouvelles coordonnées à l'origine. On parle pas de passage vers un nouveau géoïde genre WGS 84. Non, c'est vraiment le système de référence. Il me semble qu'on a nos propres au Canada. Oui, mais normalement, on a suivi un peu la tendance pour avoir un système nord-américain de référence. OK. J'étais dans une conférence, je pense, c'était avant la pandémie, où les gens de Géomatique Canada parlaient justement de la transition qui serait nécessaire au Canada pour s'harmoniser avec les États-Unis. Est-ce qu'on allait le faire tout de suite en même temps? Non. Est-ce que les choses ont évolué? Parce que ça fait quand même, mettons, 2 ans qui c'était prévu. Peut-être oui, mais c'est quelque chose plus. On est... c'est sûr qu'avec les technologies, on peut garder ses propres paramètres, ses propres systèmes de référence, puis faire des conversions, mais c'est là où c'est quand même un bon nombre de professionnels qui jouent avec la donnée géoréférencée. Mais peut-être que quelqu'un va oublier un petit clic, puis hop. Fait que plus on est harmonisé, c'est plus simple de faire les choses. Puis, j'ai une autre question peut-être rapide. Là. J'ai déjà travaillé aux États-Unis, puis on avait des systèmes de coordonnées en impérial. Là. Oui. Est-ce que de manière générale, aux États-Unis, c'est en impérial ou... Oui. Ah ouais, Oui. c'est... Mais pas altimétrique. Je crois qu'ils sont métriques en altimétrique. Là, il faudrait vérifier, mais OK. de façon générale, oui. OK. Puis, ça leur tente pas de passer en métrique. Non, ça leur tente pas de passer en métrique en faisant la transition, je sais pas. Ça serait plus simple. C'est pas juste eux, c'est les Anglais aussi. Ouais, Royaume-Uni plutôt. Là. Mais c'est une des seules nations qui travaille mais je encore en pense que impérial. l'affaire la plus
important pour nous comme ordre professionnel, c'est justement de suivre les tendances, voir les impacts qu'ils peuvent avoir sur la pratique professionnelle, puis ensuite comment nos membres sont préparés pour rendre des produits qui sont conformes au public. Parce qu'à la base, nous, comme ordre professionnel, notre mandat, c'est protéger le public. Nous, on ne doit pas protéger nos membres. On ne doit pas s'engager dans des batailles pour aller chercher des contrats pour nos membres. Ce n'est pas du tout notre rôle. Nous, on doit s'assurer que les membres ont la compétence nécessaire pour offrir des produits conformes au public. Puis pour le faire, la première chose, c'est l'admission. On s'assure avec l'examen d'admission que toutes ces tendances-là qui vont avoir une influence sur la pratique professionnelle sont connues, maîtrisées. Ensuite, on va faire l'inspection professionnelle avec une certaine fréquence. On va aller voir comment tu travailles. Est-ce que tu t'es mis à jour en ça. Et ensuite, on va faire la formation continue. Je vais donner l'exemple du BIM. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Vers quoi tu pourrais aller? Tu vas apprendre ce qui est nécessaire pour ta pratique professionnelle courante. Et ensuite, on a la discipline. Si quelqu'un, le public, porte plainte, on a une syndic dans notre cas, qui va aller faire enquête pour voir s'il y a des éléments pour justement ouvrir un procès disciplinaire contre un membre. Alors, ces 4 éléments-là vont nous permettre de nous assurer que le public est protégé par la qualité du produit qui est livré par l'arpenteur géomètre. C'est ça le rôle essentiel. Nous, on doit suivre toutes ces tendances-là, toutes ces mouvances technologiques, façons de faire, etc., pour nous assurer que nos membres sont à jour puis que les produits qu'ils vont livrer au public est conforme. C'est quand même un gros mandat dans le sens que les choses bougent tellement vite, puis les arpenteurs géomètres sont tellement impliqués dans plein de choses, comme on parlait du BIM, entre autres. Aussi, au niveau du BIM, les architectes travaillent justement en modèle impérial, architectural finalement. Comment vous Là, tu me poses une question complexe parce que je ne suis pas dans les jours à jour de ces pratiques-là, mais je pense que si tu amènes ça dans un contexte BIM, l'outil est tellement puissant, à mon avis, que ça devrait être transparent. Toi, tu peux travailler dans un système de mesure, toi tu vas aller travailler dans l'autre, puis le système va l'intégrer de façon transparente. L'interopérabilité, oui. OK. Moi, je vais te lancer une petite balle courbe, OK? Petite question peut-être, un petit affaire plus chienne, mais pas trop, OK? Vas-y. Tu sais, dans le fond, on a parlé du rôle de l'ordre comme protecteur du public et tout. Oui. Tu sais, moi, une critique souvent que j'entends des ordres professionnels en général, tu sais, c'est les ordres professionnels, ça bloque un petit peu l'innovation, ça bloque un peu, tu sais, comme les nouvelles pratiques émergentes et tout. Est-ce que... comment vous vous positionnez par rapport à ça? Ouais. Comment vous voyez ça? En fait, c'est quelque chose qui est connu. On a un organisme au Québec qui est le Conseil interprofessionnel, Conseil interprofessionnel du Québec, le CIQ, qui est un peu le recrutement d'ordre professionnel. Ils font des études avec une certaine fréquence pour s'assurer que dans toutes les professions qui sont encadrées, c'est 46 professions avec des 420 000 professionnels qui sont assujettis au code de profession. Puis dans les constats, il y a toujours cette image-là. Les ordres professionnels font une image qui fait penser au public qu'on est là pour protéger les membres. Ouais. Puis c'est pas nécessairement le cas. C'est vrai dans certaines circonstances, mais il faut savoir qu'à côté d'un ordre professionnel, il peut coexister une association professionnelle. On les voit souvent maintenant avec les médecins qui ont les collèges des médecins, mais il y a des associations professionnelles par spécialité, par exemple. Pour les arpenteurs géomètres, au Québec, il y a déjà eu une association professionnelle il y a quelques années. Je ne l'ai pas connue, mais je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant de peut-être aller chercher de nos jours pour s'assurer. Nous, on protège le public, mais c'est sûr que les membres, comme tels, ils doivent se garder à jour au niveau affaires, mais ça, c'est pas quelque chose que nous pouvons faire comme ordre professionnel. Ouais. Est-ce qu'on est fermé à l'innovation? C'est peut-être une réalité dans une autre époque, dans d'autres professionnels, mais je pense, puis c'est un peu mon chapeau comme
je veux dire chef politique de l'ordre, c'est justement de nous assurer qu'on est capable d'innover, qu'on est capable de faire évoluer la profession. Puis c'est un peu ça mon chapeau de président depuis mon premier mandat, là je suis au deuxième. Il faut évoluer, il faut faire évoluer les choses. On ne peut pas être fermé à l'arrivée des nouvelles façons de faire. On ne peut pas être fermé à faire évoluer notre propre loi. Puis surtout, on ne peut pas être fermé à travailler des concerts avec d'autres professionnels, puis peut-être même ramener des professionnels chez nous pour qu'ils soient également encadrés, puis qu'on s'assure que le public est protégé davantage. Ouais, donc, toi, tu travailles en géomatique beaucoup. Ouais. Ben, pourquoi tu serais pas... Charles aussi. Ben, vous deux. Pourquoi vous serez pas membre géomètre expert en géomatique? On pourrait faire des choses ensemble. Puis vous pourriez vous assurer que votre produit est protégé par votre temple des membres de l'Ordre Serpenteur Géomètre du Québec, puis que finalement, le public va recevoir quelque chose qui... il y a peut-être la même qualité parce que c'est vous-même qui allez le faire, mais qui est plus protégé parce que si jamais il y a des conséquences que vous n'avez pas prévues, il y a une assurance de responsabilité, il y a l'arpenteur, etc. Ouais, bien sûr. C'est intéressant, moi je trouve, la discussion. Puis tu sais, moi je lance une idée out of the blue, mais tu sais, une des choses qu'on constate, parce que tu sais, on fait le podcast depuis, on est rendu, je pense, à notre... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, une des choses qu'on constate, c'est... Les gens qu'on invite en géomatique, il n'y en a pratiquement pas un qui est arpenteur géomètre. Ouais, tout à fait. Actuellement. Fait que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui évolue dans le monde de la géomatique, que ce soit dans le logiciel, qui ne sont pas membres de l'ordre ou qui n'ont pas passé par la voie royale. Qui amènent des bonnes solutions en plus. Puis qui amènent des bonnes solutions. Et précises. Est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant, puis là je lance une idée out of the blue, mais tu sais, de dire comment est-ce qu'on peut intégrer ces gens-là? En fait, aujourd'hui, même sans changer la loi, vous êtes les bienvenus, comme j'ai dit. Puis moi-même, je le suis. Je suis un géomètre expert en géomatique. Demain matin, vous pourriez poser votre candidature puis dire je vais être membre géomètre de l'ordre. OK. Vous aurez un examen de déontologie à passer, mais si vous démontrez votre connaissance pointue dans un domaine de la géomatique, vous aurez cette voie-là royale qui permet pas de signer les actes fonciers, ça c'est clair, mais qui vous permettrait de travailler de façon beaucoup plus étroite avec les membres des membres arpenteurs géomètres. C'était pas connu, ça, je savais pas ça. Non, c'est Franchement, c'est la première fois que j'entends ça. Je l'ai vendu une couple de fois dans des entrevues, dans des conférences, puis les gens ont toujours la même réponse. On pensait que c'était réservé pour les arpenteurs géomètres. C'est sûr que c'est grandement majoritaire. Je pense qu'à l'intérieur de nos membres, on a 1200 quelques aujourd'hui. On est une trentaine qui sommes géomètres, mais on pourrait avoir beaucoup plus si on veut, puis on pourrait être beaucoup plus soudés pour faire des choses ensemble. Oui, bien sûr. Il faut en plus... Il y a certains arpenteurs géomètres qui sont un peu plus, on va dire, traditionnels, là, qui vont faire beaucoup plus du foncier, qui vont faire des certificats de localisation, implantation, etc., etc. Mais de plus en plus, il y a beaucoup d'arpenteurs géomètres qui s'ouvrent à d'autres professions, que ce soit des urbanistes, des géomaticiens, des géographes et tout, pour pouvoir justement aller chercher des expertises spécialisées de certaines personnes qui vont avoir des spécialités pointues pour pouvoir se joindre dans des projets. Pour vrai, tu sais, moi, je trouve, honnêtement, tantôt ma question sur l'innovation, c'était vraiment pour jouer l'avocat du diable, parce que je trouve qu'au Québec, on a une belle... Tu sais, comme... Je trouve les arpenteurs, ils ont une belle... sont edge of the technology, là. Tu sais, moi, en tout cas, ceux que je connais, là, ils ont intégré le drone, ils ont intégré les lidars. Ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça, mais on a beaucoup de firmes qui sont comme ça, tu sais. Puis, je pense que c'est important de le soulever, tu sais. Puis l'autre point aussi, je trouve l'aspect qu'on vient de discuter là, sur que les géomaticiens qui peuvent rentrer via le géomètre, moi je pense que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs parce que... Ouais, vraiment. Il y a plein de replay value ici. Là. Ouais, non, c'est ça, exact. On va faire plein de capsules. Parce qu'il y a de l'information que je pense qui n'a pas été véhiculée ou peut-être qui a été mal véhiculée.
auprès de plein de gens, en fait, je pense. Ouais, je pense qu'il y a un autre point que j'ai trouvé un peu particulier quand j'ai pris la présidence, c'est que, puis ça on l'a discuté également avec notre conseil d'administration, c'est que je trouvais que l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec n'avait pas nécessairement une personnalité publique, n'était pas nécessairement connu, reconnu. Puis, je parlais beaucoup dans les contextes inondation 2017-2019. L'arpenteur géomètre avait beaucoup à dire, puis on était surtout absent dans les tribunes publiques pour justement expliquer d'où ça vient la donnée, pourquoi j'étais en zone inondable, puis je ne le savais pas, etc. Alors, oui, il faut mieux communiquer, il faut mieux vendre l'importance de l'ordre, puis surtout, puis on a discuté tantôt, puis je fais une petite publicité avant de terminer. Il faut aller chercher la relève. Nous, on a besoin de beaucoup d'arpenteurs géomètres qui vont prendre les relais. Je pense que la moyenne de nos membres approche la soixantaine. Il y a beaucoup. La moyenne d'âge, 60 ans? Oui. Il y a beaucoup qui pourraient prendre la retraite demain matin, mais ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas nécessairement une bonne relève. Fait que de l'autre côté, le seul programme qui alimente la formation pour devenir arpenteur géomètre, qui est le programme de sciences géomatiques à l'Université Laval, on connaît une chute importante dans les inscriptions des nouvelles cohortes. Il n'y a pas un programme à McGill qui peut accéder? Non, c'est okay. juste... C'est uniquement l'Université Laval? Il n'y a pas de programme anglophone au Québec? Non. OK. Il n'y a pas. Et puis en plus, mettons, si quelqu'un arrive avec un diplôme de land surveyor des provinces anglophones, il doit faire quand même une certaine mise à jour, puis démontrer surtout la compétence en français. Ça, c'est à la base. C'est quand même différent aussi, tu sais, je veux dire, le common law versus le code civil aussi. Donc, il y a quand même une bonne mise à niveau, je pense. Puis, de toute manière, mettons, si on voulait aller chercher une expertise anglophone, mais il n'y en a pas non plus. On fait des forums de présidents dans le Canada anglais, c'est encore des associations professionnelles, mais c'est un rôle d'ordre professionnel. L'enjeu de la relève est le même partout. Il n'y a pas assez de gens qui sont intéressés à aller dans la profession d'arpenteur géomètre. Alors nous, en vendant beaucoup plus, comme tu dis, le punch technologique, des nouvelles façons de faire, je suis convaincu qu'on peut attirer une relève québécoise qui serait beaucoup plus intéressée, on va dire comme ça, par les gadgets technologiques, par des choses qui sont cool. Ouais. Plus que, il faut me taper un règlement, une loi, ça c'est un peu moins cool pour les gens qui finissent l'école. Certains aiment ça quand même, je pense qu'il y a beaucoup qui aiment le... Puis tu sais, reste quand même, je veux dire, un des éléments qui est quand même important quand tu choisis une profession, je veux dire, le métier d'arpenteur géomètre, c'est un métier qui est super bien rémunéré, là, je veux dire, c'est quoi le salaire moyen d'un arpenteur à peu près? Je ne vais pas lancer un chiffre parce qu'on vient de lancer une enquête salariale là, est en cours. Elle devrait finir cette semaine. On va avoir des chiffres dans un mois, mais c'est une bonne moyenne. C'est ça. Hein? C'est sûr qu'il y a toujours une différence privé-public. On est bien rémunéré au privé. Mais on peut faire davantage pour mieux rémunérer nos membres, les membres de l'ordre qui sont dans les secteurs publics, justement pour garantir que les produits qui sont faits par les gouvernements sont également certifiés par un arpenteur géomètre. Mais de façon générale, ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver des moyens pour attirer la relève, que ce soit une relève qui vienne du Québec, de l'étranger, comme je expliquais tantôt, les gouvernements du Québec là est très ouvert à recruter des diplômés hors Québec, hors Canada. Mais à la base, toutes ces choses-là qu'on a discutées, des technologies qui sont très intéressantes, les lidars, les photos 3D en oblique, c'est des choses qui vont attirer l'attention des un jeune qui finit l'école et qui ne sait pas trop quoi faire, je pense qu'il faut miser là-dessus beaucoup. On a relancé une campagne avec les départements de sciences géomatiques pour aller au cégep, aux écoles secondaires. On va la reprendre à l'automne puis en hiver prochain parce que certainement, il nous manque beaucoup de membres. La relève aujourd'hui est encore bonne, mais si on continue avec ces rythmes-là, ça va être un problème majeur dans quelques années. Alors, oui, on peut travailler ensemble, mettre beaucoup plus proche l'arpenteur géomètre
et les géomètres expérients géomatiques et d'autres pratiques professionnelles et faire des choses qui sont plus au goût du jour, mais qui respectent toujours les compétences de chacun. Ben, tu sais, moi, ce que je vois, entre autres, tu sais, puis peut-être que tu t'apporteras une précision sur le commentaire que je vais faire, mais la géomatique, c'est vraiment au cœur, puis le métier d'arpenteur, c'est vraiment au cœur des nouvelles technologies émergentes actuellement. Moi, je fais juste penser à des projets que j'ai vu passer dernièrement qui sont des projets de réalité augmentée sur les conduites enfouies. Oui. Il y a une grosse responsabilité dans la précision de cette donnée-là parce que si ton application de réalité augmentée te donne la conduite au mauvais endroit puis que tu accroches une conduite de gaz, c'est important. tu vas... c'est important. Puis avec l'arrivée, entre autres, puis j'avais déjà vu une conférence là-dessus, avec l'arrivée des voitures intelligentes, toute la donnée géomatique devient d'autant plus importante parce que ça peut vous emmener à des places qui n'ont pas de bon sens. Mais il y a des choses qui sont exigées au Québec. Mettons, la ville de Montréal, on a une arpenteur géomètre qui travaille là, qui exige que les conduites amphis soient certifiées par l'arpenteur géomètre. Okay. Ça, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire partout au Québec. C'est pas les cas. Ce qui n'est pas le cas du tout. Là. Mais on va ramener ça dans notre projet de loi parce que ça, c'est essentiel pour la protection du public. Ouais. Je dis pas qu'un gars comme toi qui est bon en géomatique, qui gère très bien les outils, pourrait pas le faire, mais je viens toujours chercher le volet. Si jamais il y a quelque chose qui a mal fonctionné dans ton traitement de la donnée ou quelque chose, ben, tu vas te ramasser un peu tout seul. Mais si tu es à l'intérieur de l'ordre professionnel, que tu as ton assurance de responsabilité qui est face au public, mais il y a quand même quelque chose qui va donner une protection supplémentaire aux citoyens. Alors, à la base, faire ce genre de choses-là, comme il est exigé à la Ville de Montréal, va nous permettre de... Puis ça fait partie du cadastre 2014 également. Okay. Je parlais des cadastres 3D, mais les cadastres 3D, c'est pas juste lui qui est... Oui, c'est ça, c'est aussi souterrain. Souterrain, c'est cadastre 3D. Alors, c'est des choses qui restent à faire. On a fini la refonte du cadastre, on va dire 1.0, mais la 2.0, 3.0 sont pour demain matin. On ne sait pas encore vers quoi le gouvernement va nous amener, mais certainement, on ne va pas arrêter là. Il faut continuer. Parce que supposons, là, tu sais, on parle cadastre 3D, cadastre souterrain. Tu sais, quand vient le temps, par exemple, de cadastrer le métro. Oui. Tu sais, le métro, il passe en dessous des maisons, il passe en dessous des... fait que, tu sais, comme quand vient le temps de faire ça, c'est parce que là, actuellement, le cadastre, il est 2D. Oui. Donc, mais il peut être dans le Z aussi. C'est ça. Mais disons que pour la plupart, puis je dirais la grande majorité, il y a toujours l'implication de l'arpenteur géomètre qui va faire ces mesures-là. Mettons pour une firme d'un ami qui a travaillé dans les prolongements du métro à Laval, par exemple. C'est des choses qui sont faites par l'arpenteur géomètre, mais ne sont pas nécessairement intégrées de façon systématique dans une base de données cadastrale officielle. Puis c'est là où ça serait super intéressant. Ben oui. Puis c'est ça le cadastre 3D. Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant dans le fond de la profession d'arpenteur géomètre, surtout, c'est que tu en quelque sorte mixes tout ce qui est technique à légal. Ouais. Oui. Il y a pas vraiment beaucoup d'autres professions qui font ce genre d'affaires-là. C'est ça. C'est le volet légal, le volet foncier pour interpréter de façon, je dirais, plus juridique ta donnée, mais finalement, tu as des données, tu as une interprétation à faire de ces données-là qui vont te permettre de déterminer ta distribution de la richesse foncière. C'est finalement ça. Puis la richesse foncière, ben, aujourd'hui, elle est maîtrisée pour la terre, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui font partie de la richesse foncière. Puis aussi, tu sais, comme par exemple pour ceux qui seraient intéressés, mettons, à aller faire des études dans le programme de géomatique de l'Université Laval, c'est qu'au niveau de l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat chez les membres de l'arpenteur géomètre, et le ratio est quand même assez élevé, en fait. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Dans nos membres, je pense qu'il y en a à peu près 600 arpenteurs géomètres qui sont en pratique privée. Puis
un peu plus de la moitié sont propriétaires. Donc, ça se fait bien, tu sais, c'est un peu comme les pharmaciens qui sont propriétaires et tout. C'est sûr qu'il y a des boîtes qui sont plus grosses, qui ont 5, 6, 10 arpenteurs-géomètres. Ça, c'est des grosses boîtes à Québec, à Montréal. Mais de façon générale, tu peux avoir une pratique libérale où tu es les grands chefs. C'est ça. Tes techniciennes, et ton adjointe administrative. Mais de façon générale, un arpenteur-géomètre finit ses études, il devient membre de l'ordre, il reçoit son diplôme, et il reçoit son certificat de l'ordre, puis demain matin, il va ouvrir son bureau, il va avoir une bonne clientèle. Oui, c'est ça, la demande est forte. Oui. Est-ce que, comme par exemple, les pharmaciens, tu sais, pour être propriétaire d'une pharmacie, tu dois être pharmacien. Est-ce que pour être propriétaire d'une boîte d'arpentage, tu dois être arpenteur? Oui. Okay. À 75%, c'est ça? 75% de la boîte, par exemple, je me rappelle pas le pourcentage, désolé, mais oui, on doit être propriétaire, on doit être arpenteur. Mais c'est pas 100%. Je pense pas que c'est soit 100%, mais il doit avoir un arpenteur-géomètre. OK. Moi, j'ai lu 75% en fait. C'est peut-être ça, mais... OK, mais ça reste à valider. On va pas parler comme ça. Je pense, là, puis je vais parler d'une entreprise en même temps, mais tu sais, comme... tu sais, FIGIS à Montréal il faisait beaucoup de la rénovation cadastrale. Puis je pense pas que tous les propriétaires étaient arpenteurs. Mais il y en a un qui est Claude Levasseur, qui est très connu dans le monde de la géomatique. Ben, lui est arpenteur-géomètre. OK, c'est ça. Je me rappelle pas justement le pourcentage exact, mais... Si il y a une boîte qui fait le travail qui est réservé à un arpenteur-géomètre, il doit avoir au moins un arpenteur-géomètre. OK. Ouais, OK. Bon, ben intéressant. Ouais. Moi, j'ai une petite question là, par rapport à l'avenir du cadastre. Là. On finit tout le temps un peu par où est-ce qu'on voit la profession dans l'avenir. Puis je me demandais, un des trucs dont j'entends beaucoup parler, là, c'est le cadastre chain block. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans votre futur? Certainement. Ouais, OK. Ouais. Ben, en fait, j'ai déjà soulevé à ces points-là. On l'avait écouté dans une conférence de l'Association des géomatiques municipales du Québec à Trois-Rivières, je pense 2019 ou 2018, avant la pandémie. Ben, les Français, ils travaillent là-dessus, puis pour moi, il est essentiel dans notre vision de modernisation de la loi. Si tu veux être sûr que ton jus de données que tu vas certifier va suivre une traçabilité, ben, on n'a pas le choix. Il faut avoir des données qui sont encryptées, si tu me permets, dans une blockchain, qui vont te dire, ben, ça, c'était tes données originales de ton arpenteur-géomètre. Ensuite, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais la traçabilité doit être toujours là. On ne peut pas la perdre, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est un élément clé dans la certification de la donnée qui est un élément pour le futur de la profession. Il y a également, pour la partie plus foncière, ben, on attend les annonces du gouvernement, mais il devrait y avoir quelque chose comme... On a beaucoup travaillé pour démontrer, parce qu'il est connu, mais pour souligner à nouveau l'importance d'un cadastre des servitudes. Les servitudes au Québec, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement toutes connues, ne sont pas représentées de façon systématique dans les cadastres du Québec. L'arpenteur-géomètre, quand il fait son certificat de localisation, ben, c'est sûr qu'il doit les déterminer. Mais les certificats de localisation, à la base, c'est un document privé. OK. Puis qu'on envisage de faire certaines choses comme, mettons, avoir un entrepôt numérique où les arpenteurs-géomètres mettraient toutes les greffes qui seraient à un moment donné 100% numériques. Comme un genre de registre foncier, un peu? Parce que, en fait, je veux dire, les servitudes sont au registre foncier, mais ne sont pas... C'est parce que les servitudes, à la base, sont connues dans un document, mais ne sont pas géoréférencées, ne sont pas nécessairement localisées à jour. Est-ce que l'entrepôt numérique, ça serait Infolo? En quelque sorte? Ben, on en discute, je ne peux pas donner les détails, mais il y a des discussions qu'on fait avec les gouvernements, il y a des choses que ça va demeurer la responsabilité du gouvernement, mais il y a d'autres où la donnée qui appartient à l'arpenteur-géomètre et surtout à son client, qui est une donnée privée, ben, elle pourrait être mise en valeur dans un genre de partage nuagique. Les conditions ne sont pas encore 100% claires, mais... On a fait une étude avec justement Luc Bayancourt, Balise, Daniel Robert, il n'y a pas longtemps, pour déterminer quelles données qui sont dans les greffes de l'arpenteur-géomètre qui
sa richesse informationnelle. Quelles données parmi elles qui sont dans les greffes pourraient être partagées, pourraient être mises en valeur pour aller chercher des produits à valeur ajoutée supplémentaire. Entre autres, les servitudes, elles sont connues, sont géoréférencées dans tous les certificats de localisation. On pourrait aller les chercher puis les mettre en valeur tout de suite. Alors ça, c'est quelque chose sur laquelle on discute avec les gouvernements. Certainement, on ne peut pas s'approprier les rôles du registre foncier, qui est clair. C'est la publicité foncière qui est un rôle de l'État. Mais on peut aller chercher des informations qui sont déjà connues, géolocalisées, mais qui ne sont pas nécessairement connues du grand public, puis qui pourraient être très utiles. Vraiment. Je prends l'exemple des servitudes parce que c'est quelque chose qui revient à tous les jours, puis c'est ce qu'on a démontré dans une étude. Ben, le problème, c'est pas qu'on ne les connaît pas, c'est qu'à chaque fois, un notaire, par exemple, qui doit l'étudier, il doit aller les chercher dans les titres, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Si elle était connue, géoréférencée, géolocalisée, ben, ça serait transparent tout de suite, immédiat. Parce que, tu sais, supposons au niveau des servitudes, supposons la servitude municipale qui est comme la façade de la maison. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu qu'Hydro-Québec a une servitude sur tous les terrains sur lesquels ils ont... Hydro-Québec a des servitudes partout. Servitude hydro. Que Hydro-Québec connaît. OK. Mais c'est géoréférencé, cette servitude-là? Oui. Ben, c'est pas juste un accès au terrain là, qui est donné... supposons que quelqu'un de chez Hydro rentre... Oui. Il y a un passage à utiliser. Ouais, c'est 3 mètres chaque barre, je pense. Ben, je connais pas les mesures là, mais c'est sûr qu'il y a des servitudes qui sont un peu partout. Hydro-Québec les connaît, mais pas nécessairement tous les intervenants. On parlait tantôt par exemple, des conduites enfouies. Ben, on pourrait aller chercher ces informations-là, des servitudes d'Hydro-Québec, d'autres, Vidéotron, etc. Puis faire une base de données beaucoup plus représentative qui combine les servitudes, les infrastructures enfouies, par exemple, ça serait des informations précieuses si elles étaient des informations connues par les grands publics. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. On va voir qu'est-ce que ça va amener l'année prochaine, parce que ça doit commencer l'année prochaine, mais certainement qu'une meilleure connaissance de la richesse foncière, c'est quelque chose qui est encore à accomplir. On a une bonne partie qui est la limite des propriétés. Et on revient encore au cadastre 2014, c'est droits et contraintes. Les droits sont connus, mais les contraintes ne sont pas toutes connues, ne sont pas représentées. OK. J'ai une dernière question. Oui. Pourquoi est-ce que lorsqu'un arpenteur géomètre va chercher, par exemple, des données cadastrales au ministère, il doit la contrôler? Pourquoi il ne peut pas la prendre? Je veux dire, elle est géoréférencée, elle est dans un système de référence spatiale. Pourquoi il ne peut pas la prendre telle qu'elle? Puis ça, c'est une très bonne question parce qu'elle démontre l'importance de l'arpenteur géomètre. Okay. À l'époque, mais ça a été fait par un arpenteur géomètre à la mais base. À l'époque où la réforme cadastrale a commencé, puis j'ai glissé un mot tantôt, ben, la base géodésique n'était pas nécessairement la même. Les conditions de précision qui étaient exigées n'étaient pas nécessairement les mêmes. Non, mais je veux dire, si par exemple, il télécharge un lot rénové. Oui, justement. Okay. Mais à l'époque, tu aurais pu prendre un repère géodésique qui te donne une précision de, je sais pas, 50 cm, même 1 mètre dans les terres forestières, par exemple. Ben, ça ne veut pas dire que oui, le lot il est bien représenté, il détermine les limites des propriétés, mais ça se peut que la vraie limite soit pas là, mais ici. Okay. Alors, c'est pour cela que l'arpenteur géomètre doit aller contrôler la donnée qui vient de la réforme du cadastre du Québec. Parce qu'à la base, le but de la réforme n'était pas de déterminer avec tous les chiffres de précision qui sont après le virgule, c'était où ces points-là, c'était de déterminer c'est quoi ton point de limite de propriété. Mais ça se peut que les repères, puis on a fait une étude il n'y a pas longtemps pour démontrer au ministère qu'il fallait avoir une certaine prudence lorsqu'on diffuse la donnée cadastrale. C'est parce qu'à la base, les repères géodésiques pourraient fausser la donnée. Okay. Alors, ça se peut que oui, dans la réforme du cadastre, on a établi les limites, sont bonnes. Je sais qui est mon voisin ici, mais peut-être que la ligne n'est pas nécessairement là. C'est peut-être un petit peu
quelques centimètres à gauche, quelques centimètres à droite. Puis peut-être que je me trompe aussi là-dessus, là, puis ce sera le bon moment de me corriger, mais il n'y avait pas une notion que, par exemple, une notion d'usage du terrain, c'est-à-dire que si moi, par exemple, je fais l'usage d'une partie du terrain de mon voisin puis qui s'en plaint pas puis que pendant un certain temps... Prescription acquisitive. Ouais. Là, tu Ça, c'est rentres autre chose. dans une question complexe. Ça, c'est très code civil. Oui, parce qu'on a eu une jurisprudence il y a 3 ans à peu près. Ouais. Et puis, je voudrais pas trop embarquer là-dessus parce que ça a donné un peu... C'est ça. C'est mettons qu'il y a une jurisprudence, mais je dirais pas qu'elle doit être appliquée de façon large, parce que finalement, c'est un juge qui a tranché là-dessus, qui a dit que, puisque son occupation était, je me rappelle pas le nom qu'il dit, mais qu'il Bonne foi. Des bonnes fois, voilà. Ben, ça veut pas dire nécessairement que c'est systématique comme ça. Fait que, il faut faire attention. Tellement de zones grises. Hein. Il y a des zones grises, puis c'est encore là où un bon travail d'arpenteur-géomètre, peut-être même 2, parce que des fois, lui a un arpenteur-géomètre, lui en a un autre. Ben, il faut faire une analyse objective de la donnée, puis déterminer si c'est vraiment... qu'est-ce qui serait la limite des propriétés? C'est fou, ça. C'est ça. Puis il y a une job de notaire là-dedans aussi, là, tellement, là, pour justement savoir est-ce que ça a été appliqué de bonne foi, est-ce qu'il y a des documents qui traînent quelque part qui prouveraient que telle personne, c'est 15 ans, hein, je pense, qui prouveraient que telle personne a su que, par exemple, que le voisin utilisait le terrain pour ses fins, etc. Puis un autre élément qui est sorti suite à ce jugement-là, c'est que la Chambre des notaires a suggéré, c'est pas une loi, mais a suggéré qu'un certificat de localisation qui est vieux de plus de 10 ans ne devrait pas être utilisé. Parce que justement, il peut y avoir des choses dans l'historique de la propriété qui sont restées là un peu endormies, qui n'étaient pas nécessairement un problème au moment où le certificat a été fait, mettons, il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, la possession du terrain, l'occupation, les marques d'occupation pourraient démontrer d'autres choses. Alors, on suggère que, puis même 10 ans, ça pourrait être long, fait que à la base, oui, c'est 10 ans. Si c'est plus vieux que 10 ans, on n'utilise pas ce certificat, on fait un nouveau. Mais à la base, si l'arpenteur-géomètre pense qu'il y a des modifications dans les règlements municipaux, par exemple, ou d'autres modifications, il est toujours conseillé d'avoir un nouveau certificat de localisation pour être sûr que la réglementation, les lois ont été appliquées correctement, des nouvelles servitudes. Parce que les documents, lui, il représente une réalité, mais la réalité d'aujourd'hui, alors que le relevé terrain est fait. Si demain matin, il y a des changements, il y a des choses qui s'amènent, une nouvelle servitude, une nouvelle réglementation qui interdit, par exemple, les constructions... par X, des choses comme ça, ben, il ne serait pas représenté dans les certificats. Ça ne veut pas dire qu'il est mal fait, ça veut dire qu'il représente une réalité qui est différente. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces volets légaux qu'on parlait tantôt qui sont quand même fascinantes, qu'il faut les garder à l'œil. Puis dans ces cas-là, le travail pur et dur de la voie royale est nécessaire. J'adore ça. Hey, mais je pense qu'on va se faire mettre à la porte là, bientôt. On pourrait avoir des questions à l'infini. Oui, tout à fait. Mais pour vrai, c'était super éclairant. Merci beaucoup pour l'entrevue. Je pense que l'auditoire va être super content d'avoir ces réponses-là aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est sûr que nous, à l'Ordre des arpenteurs-géomètres, on a un rôle qui est protéger le public, mais pour aller là, ça nous prend des membres. Et puis pour avoir des membres, c'est pas juste l'arpenteur-géomètre, ça nous prend des géomètres experts comme vous, comme votre auditoire, qui ont quelque chose à offrir pour travailler ensemble avec l'arpenteur-géomètre. Alors, vous êtes les bienvenus chez nous. Le message est passé. En plus, une profession super intéressante où est-ce que tu peux mixer du terrain, du légal, du technique et tout, la technologie. Donc,
Tout à fait. De la technologie et du plein air en même temps. Ouais. Et c'est en Franchement. plus Voilà. une des plus vieilles professions au monde. Ah ouais, hein? Ben, en Égypte ancienne, il y avait des Ouais. arpenteurs pour... Mais, petite parenthèse à la fin, quand j'ai choisi mon bac d'arpenteur géomètre en Colombie, dans les informations que j'ai lues, j'ai trouvé cool justement d'être en plein air. Ah, mais je peux être c'est la voie ingénieur, je peux être un ingénieur, être dehors, faire des choses cool, puis pas être enfermé dans mon bureau 24 heures par jour. Ouais, Vraiment. tout à En fait. plus, le Québec, c'est tellement un beau terrain de jeu tu sais, Oui, pour pouvoir faire du plein air puis explorer le territoire, c'est ça. tout en l'arpentant. Voilà. Exact. Fait qu'on met fin à Ouais. ce podcast-là. Ouais, merci beaucoup, Orlando. Merci à beaucoup, vous, Orlando. c'est vraiment Puis, bonjour à tout le monde, francophonie. S'il y a des gens qui sont intéressés à venir au podcast ou à commanditer, vous êtes les bienvenus. Juste nous contacter, Charles et moi. Exact. Puis si jamais il y a des gens qui sont intéressés à commanditer le podcast, on est toujours à la recherche de commanditaires potentiels. Donc, et un grand merci à Abtech pour la commandite de ce podcast. Donc, merci bien et à la prochaine.